Très bien les gars, bon mardi à tous. Un épisode marrant pour nous aujourd'hui, marrant parce que Emmanuel Macron vient d'être interrogé sur ce procès sans précédent contre moi. Et c'est juste vraiment un petit abruti. Il refuse même de dire mon nom tout en parlant de moi. Nous allons en parler dans un instant. Et aussi, ne vous excitez pas trop, mais il semblerait que quelqu'un ait cru apercevoir Jean-Michel Trogneux sur une photo datant des années 1970, soit à peu près au même moment de la disparition de Jean-Michel Trogneux. Et sur cette photo, il est aux États-Unis. Si c'est bien lui, on ne sait pas si c'est vraiment lui. Alors comme je vous l'ai dit, ça va être un épisode super excitant. Alors plongeons-nous tout de suite dans cette histoire. Bon retour sur Candace. Bon, je vous ai dit de pas trop vous exciter, mais en fait, je suis assez excitée. Bon, pour commencer, Emmanuel Macron, c'est juste une mauviette. Une grosse mauviette. Je peux juste pas m'empêcher de le dire. J'imagine qu'il va prendre cet argument et qu'il va l'inclure dans une autre plainte qu'il déposera à nouveau contre moi. Mais c'est indéniable à ce stade, non? C'est tellement pathétique de voir cet homme errer et tenter d'expliquer. Je veux dire, on peut juste comprendre qu'en fait, ce sont tous des acteurs. Ce sont que des acteurs, en fait. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a eu cet énorme article paru dans Paris Match, donc c'est un grand magazine là-bas en France, dans lequel Emmanuel Macron est interviewé par un journaliste extrêmement bienveillant envers lui. Il le précise d'ailleurs dans l'article en disant que c'est un journaliste qui est très respectueux d'Emmanuel Macron. J'en sais rien, peut-être qu'il pense que c'est un savant ou un truc comme dans le genre, qu'il est super intelligent, Emmanuel Macron, qu'il faut le respecter. Et le nom de ce journaliste, c'est Darius Rochebin. Et bien entendu, pendant l'interview, il ne peut pas faire comme si l'éléphant dans la pièce n'était pas là. Il pose la question suivante à Emmanuel Macron. Et bien entendu, nous vous donnons la traduction que nous avons faite de cet article. Darius dit « Les milieux nationalistes américains vous sont hostiles. Vous avez décidé de porter plainte contre Candace Owens, l'influenceuse qui répand la rumeur selon laquelle votre femme est un homme. Cela rompt avec l'habitude répandue chez les chefs d'État de ne pas réagir à ce type d'attaque. » Emmanuel Macron déclare alors « Oui, il y a une tradition qui disait qu'il faut laisser couler. C'est évidemment ce qu'on a fait au début. Au début, c'était en France. On nous a conseillé de ne pas porter plainte. Cela risquant de causer, entre guillemets, l'effet stressant, qui ne ferait qu'attirer davantage l'attention sur les mensonges. Mais cela a pris une telle ampleur aux États-Unis qu'il fallait réagir. Il s'agit ici d'imposer la vérité. » Imposer la vérité. On parle de l'état civil de la première dame de France, d'une épouse, d'une mère, d'une grand-mère. Ce n'est pas de la liberté d'expression que de vouloir empêcher le rétablissement de la vérité. Ceux qui vous parlent de cette prétendue liberté d'expression sont ceux qui interdisent aux journalistes d'entrer dans le bureau ovale. Je n'accepte pas ça. Ok. Quoi? Quoi? Il y a tellement à déballer là. Alors la personne lui répond, Darius revient vers lui et lui répond « Alors, vous irez jusqu'au bout de ce combat pour obtenir une condamnation ?» Et Emmanuel Macron répond « Mais bien sûr, il s'agit quand même de défendre mon honneur, parce que c'est absurde. » Elle, donc en référence à moi, qui savait pertinemment qu'elle détenait de fausses informations et qui l'a fait pour nuire au service d'une idéologie et avec des liens établis avec des dirigeants d'extrême droite. Fin de citation. Ok les gars, il s'agit d'honneur, c'est juste une question d'honneur, c'est simplement une question d'honneur. Vous vous rendez compte, on parle d'une épouse, on parle d'une mère, vous ne comprenez pas qu'il doit absolument faire ça? Il ne s'agit évidemment pas de la question de la liberté d'expression, c'est bien plus que la liberté d'expression. Parce que sachez que ceux qui revendiquent la liberté d'expression sont les mêmes qui refusent aux journalistes l'accès à la Maison-Blanche, au bureau ovale, ou l'accès à la piscine de la Maison-Blanche. C'est trop bizarre son histoire, et donc il dit qu'il n'a pas à se soucier de la liberté d'expression, c'est pas le sujet ici. Donc il est là, bien sûr qu'on va la poursuivre, bien sûr qu'on va la condamner. Et bien sûr que ce journaliste, parce que c'est un fonctionnaire d'État tellement brillant, c'est comme ça qu'on obtient des interviews avec les présidents, Il faut vraiment être prêt à pouvoir les regarder en face et leur dire « Oh là là, vous êtes tellement extraordinaire, vous êtes incroyable, vous êtes tellement brillant, monsieur le président », surtout en Europe, Et bien sûr, ici, le journaliste ne pose jamais les questions évidentes. Par exemple, il ne demande pas à Emmanuel Macron pourquoi il ne choisit pas la voie beaucoup plus facile, pour défendre, je cite, son honneur, n'est-ce pas, en posant simplement la bonne question, à savoir pourquoi sa femme, entre guillemets, ne publie-t-elle pas de photos d'elle des 30 premières années de sa vie? Vous savez, cet énorme trou dans sa vie où personne n'a d'informations à son sujet. Si vraiment vous vouliez défendre son honneur, ce serait quand même assez simple de faire ça. Peut-être vous promener avec Jean-Michel Trogneux. Mais non, il peut pas du tout faire ça. Et surtout, le journaliste n'a pas le droit de lui poser la question. Et curieusement d'ailleurs, peut-être que le journaliste a également demandé à Emmanuel Macron la question encore plus importante. La question qui serait, mais
Si c'est vraiment un sujet si important et si c'est la vérité, pourquoi ne pas poursuivre Xavier Poussard? Vous dites vous-même que la série a eu un tel succès aux États-Unis. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que cette série a été basée sur le livre, un livre qui a été écrit par un citoyen français, sur lequel vous avez, de ce fait, un certain pouvoir, non? Bah oui, il est français, vous êtes le président français, Xavier Poussard, c'est une cible facile, il est français. Donc poursuivez-le d'abord pour diffamation. Non, 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 on va pas poser cette question. Non, 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 Xavier Poussard qui a même été représenté, qui a été présent dans ma série, lors d'un des derniers épisodes, notamment lorsqu'il a expliqué le livre et son enquête. Et lui n'est pas du tout concerné par cette poursuite pour diffamation, non, il est plutôt poursuivi pour cyberharcèlement. Alors de quoi s'agit-il vraiment, monsieur Emmanuel Macron? Une chose est certaine, c'est que ce ne sont pas les journalistes qui nous le diront. Et le journaliste n'a même pas repoussé cette idée encore plus stupide, dans laquelle Emmanuel Macron prétend qu'il doit porter plainte parce que l'affaire a pris un tel essor aux États-Unis, et que cette plainte ensuite a fait sensation dans le monde entier, du coup... De quoi est-ce qu'on parle? Vous allez vous battre jusqu'au bout pour obtenir une condamnation sévère? Eh ben, formidable, faites-le, Emmanuel. Nous, vraiment, c'est ce qu'on veut que vous fassiez parce que nous voulons vous faire comparaître devant le tribunal. Nous voulons, nous, pouvoir vous poser ces questions auxquelles vous ne voulez jamais répondre, auxquelles Brigitte ne veut toujours pas répondre non plus. C'est ce que tout le monde se demande. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous vous avons même contacté avant même la publication du premier épisode de cette série. D'ailleurs, à ce sujet, bonne chance pour prouver le niveau de malveillance que nous avions, alors que vous-même, vous aviez un moyen de pouvoir dissiper toutes ces rumeurs. Rumeurs, je mets entre guillemets, bien sûr, sur le véritable sexe de votre femme. Bref, les gars, cette histoire est tellement dingue. Il refuse carrément de dire mon nom. Il refuse de dire mon nom. Je me sens comme dans cette chanson des Destiny's Child. Je suis sûre que vous vous souvenez de cette chanson super rétro. Say my name, say my name. C'est vraiment comme ça que je le ressens en ce moment. Il se comporte vraiment de manière louche. Pour les Français qui écoutent, c'est une référence aux paroles en anglais de la chanson des Destiny's Child. On sait très bien que c'est pas une femme. Macron. Say my name, say my name. Ok, maintenant passons à quelque chose d'également intéressant, peut-être, probablement même beaucoup plus intéressant. Potentiellement, on est sur un truc. Bon, c'est potentiellement, mais on est peut-être sur un truc. On va pas aller trop vite, je vous présente simplement ça parce que on est à la recherche de beaucoup plus d'informations. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une enquête ouverte. Comme je l'ai dit, ça aurait été une enquête à huis clos s'ils avaient refusé de répondre eux-mêmes à ces questions, mais ils ne le veulent pas, ils ne le peuvent pas. Parce que vous savez, la vie privée, c'est la vie privée. Ok, donc juste pour récapituler avant d'aborder cette photo, la piste de Jean-Michel Trogneux s'est complètement éteinte juste avant 1970. Donc je vais revenir à cette chronologie que nous vous avons présentée lors de toute la série sur Becoming Brigitte, parce que je pense qu'on a tous besoin d'un petit rappel ici. Nous avons donc retracé toute la vie de Jean-Michel Trogneux depuis sa naissance en 1945, mais la partie pertinente que je veux que vous regardiez se situe en 1963. Parce qu'en 1963, c'est l'année durant laquelle Jean-Michel Trogneux a eu 18 ans. Et à cette époque, en France, les militaires, les civils étaient obligés de s'engager dans l'armée. C'était obligatoire. Si vous avez 18 ans, vous devez vous engager, ou à défaut, vous devez présenter une raison valable pour ne pas vous engager à ce moment-là. Et donc nous savons que le 12 février 1963, selon le reportage exceptionnel de Xavier Poussard, donc le lendemain du 18e anniversaire de Jean-Michel Trogneux, son père, Jean Trogneux, procède à son inscription au service militaire de la part de son fils. Et ce qui est étrange cette année-là, c'est que dans ce dossier, alors que son père demande une exemption, on apprend que Jean-Michel vit en Algérie au début de cette année-là. Ensuite, nous apprenons qu'à la fin de cette année, de cette même année, il est de retour en France et étudie dans une école d'ingénieurs. C'est là que Xavier et les journalistes impliqués dans cette histoire ont pu retrouver cette photo désormais tristement célèbre, cette photo de Jean-Michel datant de 1963-1964, je crois, donc cette photo de Jean-Michel Trogneux prise dans une école d'ingénieurs en France. Super. Xavier Poussard a ensuite pu confirmer dans son livre que 2 ans plus tard, en 1965, Jean-Michel demande un nouveau sursis militaire de 2 ans, ce qui nous amènerait donc en 1967, et grâce à un journaliste grand public, parce que souvenez-vous, l'histoire raconte que les gens ont commencé à se rendre compte qu'il y avait un frère ou une sœur portée disparue, parce que voilà que maintenant Brigitte Macron est la première dame de France. Donc les gens regardent là la photo, ils se disent mais attends une seconde, on sait où tous ces frères et sœurs là sont censés être. Ce petit gars là sur la gauche de la photo, on sait pas où il est et c'est bizarre, il ressemble quand même trait pour trait à Brigitte, ce Jean-Michel. Et bien entendu, comme la presse a pu anticiper l'affaire, les journalistes commencent à dire « Oui, tiens, c'est vrai, ça, ce frère ou cette sœur, en tout cas cette personne a disparu, on va essayer de regarder de ça un petit peu plus près. »
Et donc un journaliste qui a enquêté sur l'affaire a pu confirmer que Jean-Michel Trogneux était en Allemagne en 1967. Il était là-bas comme un sous-officier qui n'était pas en service et qui jouait au hockey sur gazon pendant la saison, donc au Spire Club, pendant la saison 1967-1968. C'est là qu'il était, pendant ces années, il était en Allemagne. Et cela peut faire du sens finalement parce qu'ils avaient effectivement un régiment d'ingénierie à l'époque. Donc, d'un point de vue militaire, ça pourrait faire du sens, ça pourrait être logique. Mais c'est après 1967-1968, que la piste s'estompe complètement. On n'a vraiment aucune idée de ce qui arrive à Jean-Michel Trogneux ensuite. En revanche, ce que l'on sait, c'est que Xavier Poussard a tenté d'accéder à son dossier militaire. Et on sait également que ce dossier militaire n'a pas été clôturé avant 1981. Donc Xavier Poussard a dit, écoutez, moi j'aimerais bien consulter ce dossier, il a fallu attendre très longtemps pour savoir ce que ce type manigançait pendant toutes ces années. Et l'armée a simplement répondu, non, il n'y a aucun moyen, vous ne pourrez pas l'avoir. Et le motif invoqué était que la divulgation de ce dossier compromettrait des informations médicales privées. Donc il semblerait qu'il s'agissait d'une question de confidentialité. Il y a des informations médicales privées dans ce dossier, vous ne pouvez donc pas les avoir. Ok, très bien. Donc la question que nous posons depuis le début de cette série, c'est que faisait Jean-Michel pour l'armée pendant toutes ces années? Qu'a-t-il fait pour l'armée de 1968 à 1981? Et ce qui est intéressant, c'est que nous savons pertinemment que Brigitte Macron affirme que tout au long de cette période, elle dit qu'elle était aux États-Unis pour l'atterrissage sur la Lune. Enfin, atterrissage, vous avez compris. Et encore une fois, c'était avant que tout ce scandale n'éclate, hein. Peut-être qu'à ce moment-là, elle en a dit un peu trop plus que ce qu'elle aurait dû dire en tout cas. Et c'est une des questions qu'il faudra absolument que nous lui posions quand elle sera sous serment. Elle a déclaré à un journaliste en 2021, voici le gros titre. Vous pouvez vérifier dans l'article original de Gala vous-même. Et donc le titre se lit « Brigitte Macron est nostalgique de sa jeunesse américaine. J'étais là quand Armstrong a marché sur la Lune. » Voici la citation directe de cet article. On peut y lire. Donc il s'agit d'une déclaration de Brigitte que nous avons traduite en anglais depuis l'article en français. Elle dit « Ça, c'est le pays où je suis allée le plus quand j'étais adolescente. J'étais là quand Armstrong a posé les pieds sur la Lune. J'ai vécu ça avec les Américains. » Ok, c'est très intéressant. Elle dit donc que le 20 juillet 1969, elle a vécu ce moment avec les Américains. Nous avons l'épouse d'un chef d'État qui raconte qu'après tout ce qu'elle a traversé, elle a toujours cette affinité avec l'Amérique. Elle raconte aussi un petit peu plus loin dans l'article « J'ai vécu cela avec les Américains », en référence à l'alunissage, donc Armstrong qui pose le pied sur la Lune. Et donc elle dit, je cite, « J'ai des souvenirs et les souvenirs d'adolescence sont ceux qui restent gravés dans nos cœurs. » Ok, vous aimez l'Amérique? Eh bien, sachez que l'Amérique vous aime en retour. Peut-être vous pouvez nous dire ce que vous faisiez ici? Où est-ce que vous avez fêté ça, célébré ça? Avec qui vous étiez exactement ce jour-là où vous étiez? Et voilà la raison pour laquelle la partie suivante que nous allons aborder est super intéressante. Quelqu'un sur X, et encore une fois, je mets une alerte, nous enquêtons simplement. Nous posons simplement des questions. Ça va toujours beaucoup plus vite de s'adresser au public parce que les extraits, ce qu'on peut retrouver sur Internet, c'est vraiment le meilleur, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme si on avait notre propre service de la CIA, l'agence de renseignement de l'intelligence de Candace. On voit les mamans et les papas qui commencent à sortir des extraits de dossiers. Et quelqu'un a attiré mon attention en affirmant avoir vu quelqu'un qui, selon lui, ressemblait trait pour trait à Jean-Michel Trogneux dans un documentaire qu'il regardait sur l'université de Stanford, sur le Prison Experiment, l'expérience en prison. Ok, voici le tweet, juste pour que vous sachiez, j'ai rien inventé. Voici le tweet, je regardais l'émission télévisée sur The Prison Experiment, The Stanford Prison Experiment. Le premier épisode montre un profil latéral de ce jeune homme à 5 minutes 45 secondes. J'ai même dû revenir en arrière et regarder à nouveau. Et je me suis dit, waouh, c'est bon, je suis pas vraiment une technologie de reconnaissance faciale, hein, mais ce visage me semble quand même bien familier. Et en parlant de psychologie d'ailleurs, hein, tout ce dont nous avons discuté dans ce podcast concernant la psychologie, la lecture la lecture qu'on a fait sur le livre KO, tout cela a vraiment retenu mon attention, ok? Et puis quand on apprend vraiment ce qu'était le Stanford Prison Experiment,
Alors ça pique notre intérêt encore davantage, notre curiosité davantage. Qu'est-ce qu'était cette expérience, l'expérience de la prison de Stanford? Eh bien, c'était l'une des expériences psychologiques les plus controversées de l'histoire. Non, je plaisante pas, hein, de l'histoire entière. Des controversées non pas seulement à cause de ce qui a été fait, mais aussi parce que des années plus tard, un historien français a tout simplement dit, après avoir tout analysé, toute cette histoire n'était qu'une pièce de théâtre, que tout ce que faisaient ces gens, c'était en fait performer comme des acteurs. Il a raconté que beaucoup de choses qui avaient été racontées au public étaient tout simplement fausses, il avait mené cette expérience pour obtenir un certain résultat, mais laissez-moi vous en parler un petit peu. Voici ce que nous savons avec certitude. Ce que nous savons comme étant un fait certain, c'est que l'expérience a eu lieu en 1971 et qu'elle a été financée par la marine américaine et les Marines. Ok? Elle a été financée par l'armée. Parce qu'ils voulaient étudier les comportements antisociaux. Ils voulaient déterminer si en étant soumis à une pression extrême et à des abus, pensez-y, hein, on parle de pression extrême et d'abus, s'il était possible de transformer des individus psychologiquement sains en individus susceptibles d'adopter des comportements pervers. C'était une expérience du genre, alors vous allez vous joindre à nous pour cette expérience? Vous rentrez, vous vous asseyez, vous êtes quelqu'un de tout à fait sain de corps et d'esprit, vous n'êtes pas du genre du tout à faire des trucs délirants. Eh bien, si on continue à vous pousser, à vous maltraiter, est-ce que vous allez participer? Vraiment, personne ne sait pourquoi notre armée, la marine en particulier, s'intéresse à ce genre d'expérience bizarre. Personne ne répond à la question. Mais bon, là je m'égare, vous connaissez déjà mon opinion sur la psychologie. Bref. Donc la façon dont cela fonctionnait, c'était simple. Ils ont publié une annonce dans le journal, qui était uniquement destinée aux étudiants du campus, hein. Et ils ont trouvé 24 étudiants, hommes, en bonne santé. Ils en ont sélectionné 24 sur 75. Des candidats qui ont ensuite été forcément examinés pour de potentiels problèmes psychologiques, médicaux, afin de s'assurer qu'ils n'en avaient aucun. Et ensuite, les participants ont été assignés au hasard pour jouer soit le rôle d'un prisonnier dans la simulation, bien sûr, soit celui d'un gardien dans ce cadre carcéral fictif. En gros, le psychologue en charge de ce projet, un vrai pervers, hein, soit dit en passant, je le regarde, et Philippe Zimbardo. Et donc, quelques étudiants diplômés ont simulé un environnement carcéral et ont donc étudié les effets psychologiques du pouvoir perçu et des rôles situationnels. Les gardiens sont devenus de plus en plus autoritaires et donc on nous a vendu ça en nous disant que ça faisait partie de l'expérience, ok? Ils sont donc devenus de plus en plus autoritaires, de plus en plus violents, même sadiques, tandis que les prisonniers montraient des signes de détresse extrême puis de soumission. Cette expérience devait initialement durer 2 semaines, mais elle a dû être interrompue au bout de 6 jours, en raison notamment des réactions et des comportements psychologiques extrêmes des participants, que ce soit les gardiens comme les prisonniers. Et apparemment, ce serait la femme de ce gars, là, de ce type, qui aurait tout arrêté. C'est également une psychologue, elle s'appelle Christina. Elle arrive et elle dit « Oh là 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 là, il souffre trop, il faut absolument mettre fin à cette expérience avec ces étudiants diplômés, ces étudiants qui, en ce moment, se maltraitent entre eux. » Bref, je vais vous montrer un extrait de ces, je cite, gardiens, hein, qui adorait vraiment parler de son rôle de gardien dans cette expérience, et qui dit « Ah bah ouais, moi je viens de m'inscrire, c'était marrant, j'étais étudiant, je me suis lancé, j'aimais bien maltraiter les gens, j'aimais trop abuser des gens, j'ai été choisi comme gardien par hasard, et puis ça me convenait parfaitement. » Ce gars s'appelle Dave, écoutez ça bien. Chaque jour, je me demandais, bon, que pouvons-nous faire pour améliorer ce que nous avons fait hier? Comment pouvons-nous poursuivre l'expérience là-dessus? Ah, vous vouliez accélérer les choses en fait, hein? Oui, pour 2 raisons, je pense. La première, c'est que je croyais vraiment aider les chercheurs à mieux comprendre le comportement humain. Et d'un autre côté, c'était personnellement intéressant pour moi. Vous savez, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé ce que j'ai fait, hein. Vous savez, peut-être qu'avoir autant de pouvoir sur ces pauvres prisonniers sans défense, ça vous excite un peu. Franchement, j'aurais même pas pu inventer ça, même si j'avais voulu. Mais encore une fois, pour ceux d'entre vous qui faites partie de mon club de lecture et qui étudient avec moi Sigmund Freud, c'est rien du tout finalement. Ça fait partie du processus de la psychologie, des études autour de cela, du gaslighting qui y est associé. Bref, le scandale a pris une ampleur encore plus grande parce qu'il y avait cet historien français qui s'appelle Thibault Le Texier, qui a décidé d'approfondir cette expérience et qui a découvert que beaucoup de choses qu'on avait racontées au public à ce sujet étaient tout simplement fausses. Il dit qu'il s'agissait vraiment d'une grande pièce de théâtre orchestrée.
Et puis par la suite, il y a eu un individu qui avait participé à cette expérience et qui a dit avoir reçu l'ordre de donner plein d'interviews et de dire ce qu'il était censé dire sur ce qui s'était passé. Et donc sa récompense, en fait, c'est que ce Philippe Zimbardo, là, lui a donné toute une liste, toute une série de qualifications et lui a ainsi permis de lancer sa propre carrière de psychologue. Et il y a beaucoup de trucs à dire et à s'interroger, savoir si cette expérience était réelle ou pas, si la sincérité de sur la sincérité des personnes, leur implication, est-ce qu'elles savaient vraiment ce dans quoi elles étaient impliquées ou pas, parce qu'en fait essentiellement ce qu'ils voulaient faire, c'est avoir une conclusion qui dise bah cette étude a démontré ceci, cela, et donc maintenant c'est officiel. Et ce gars-là, il est vraiment, qui témoigne là, il est vraiment très très louche. C'est en fait le fils d'un professeur d'ingénierie de Stanford où il était étudiant. En fait, au moment de l'expérience, il était étudiant à l'université de Chapman au moment de l'expérience. Comme je l'ai dit, il faisait partie d'un des gardiens les plus violents, les plus abusifs de cette expérience. Il était extrêmement sadique avec les participants prisonniers. Par la suite, il explique même comment il se sent mal, comment il avait même de l'empathie, si on peut dire, pour l'auteur de ces abus. Ou plutôt, pardonnez-moi, là je m'égare un peu. Skyler, tu peux remettre s'il te plaît sur un truc qui s'est passé en Irak. Oui, voilà. En gros, nous avions un groupe de soldats qui se livraient à des abus. Ça, c'était à Abu Ghraib. Et le scandale a éclaté. Il est dit ici. Ma première réaction a été de me dire que c'était tellement familier tout cela pour moi. Je savais exactement ce qui était en train de se passer. Je me voyais même au milieu de tout ça et regarder la situation complètement dégénérer. Quand on est peu ou pas supervisé et que personne n'intervient pour te dire « Hé, attends, tu peux pas faire ça », la situation ne fait que s'aggraver. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il sort, il donne une bonne excuse pour les abus sexuels et les humiliations que les soldats américains infligeaient aux Irakiens qu'ils gardaient dans cette prison. Donc, très intéressant. Il semblerait que voilà que maintenant, le gars fait autorité en la matière, n'est-ce pas? Bref, c'est un mystère. Le point que j'essaie de prouver ici, c'est que cette image m'a vraiment interpellée. Je me suis demandé s'il pourrait s'agir de Jean-Michel Trogneux. Je ne sais pas. Évidemment, j'en ai aucune idée, j'en ai aucune preuve pour l'instant. Et tout ce que nous recherchons, c'est davantage d'informations, honnêtement, pour pouvoir éventuellement écarter cette piste si elle est fausse. On veut juste l'écarter parce qu'on sait pas où Jean-Michel Trogneux est allé, on sait pas où il était, ce GMT, là, ce JMT, on sait pas ce qu'il faisait dans l'armée, on ne sait pas pourquoi. Et puis il semblerait en plus que le gouvernement américain refuse complètement de s'en mêler, en disant à Emmanuel Macron de partir en fait. Est-ce qu'ils sont au courant de quelque chose? Est-ce qu'on ignore quelque chose? Peut-être que c'est une impasse dans laquelle on s'engouffre, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes mes recherches sur cette expérience, je n'arrive pas à trouver à mettre la main sur la liste des 24 étudiants qui ont participé à cette expérience. C'est quelque chose qui devrait être pourtant facile à trouver. Je veux dire, l'expérience a quand même été financée par l'armée. Ils ont des documents, des documentaires même à ce sujet. Ils ont mis des photos en ligne. S'il vous plaît, les gars, me les envoyez pas. On sait déjà qu'elles existent, que l'université de Stanford a publié une mine de photos et de rapports sur cette expérience. Mais dans tous ces documents qu'ils ont fournis, ils ne montrent pas les 24 participants. Ils ne les nomment pas. Il n'y a vraiment aucun moyen pour nous de parcourir une liste claire et de se dire, ok, donc là, ce gars-là, ok, c'est celui-là, là, ce gars-là, c'est celui-là, ce gars-là, c'est celui-là. Ok, donc lui était prisonnier, lui était ceci, de façon à tout simplement pouvoir confirmer que tout le monde qui était impliqué dans cette expérience était effectivement un étudiant américain. Et pouvoir ainsi identifier facilement les gens, c'est vraiment ce qu'on aimerait faire aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes un étudiant à l'université de Stanford, peut-être que vous connaissez des anciens étudiants de l'université de Stanford, peut-être que vous connaissez un étudiant qui étudie actuellement à Stanford, et vous savez quoi faire. Allez chercher les preuves. S'il vous plaît, trouvez-nous la liste des étudiants qui étaient impliqués dans cette expérience et envoyez-nous un email. Peut-être même que vous êtes dans l'armée, peut-être que vous êtes dans la marine et que vous avez accès à ce genre d'informations. En tout cas, que vous savez où chercher ces informations. Bien sûr, en partant du postulat que toutes ces informations sont publiques, et je suppose qu'elles doivent l'être. Alors, envoyez-nous un email. Même que vous-même qui regardez cette série, vous étiez impliqué, vous étiez l'un des 24, et vous pouvez confirmer. Vous pouvez dire, oui, je connaissais les 24 étudiants impliqués, voici ce qui s'est passé, voici plus d'informations à ce sujet. Il semble que ce même petit groupe d'étudiants qui étaient impliqués dans cette expérience sont les seuls à en parler. Et il y en a très très peu qui parlent. Et pourtant, voilà, il y en a beaucoup qui manquent. Et nous avons le temps, les moyens, la patience de nous pencher sur la question. Surtout que le président français me poursuit en justice. Voilà que maintenant, ça, c'est devenu ma passion désormais. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet aujourd'hui. Voilà les amis, nous sommes parvenus au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle a été pertinente et intéressante pour vous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.